Cet épisode du GCR vous est présenté par Total Energy, partenaire du groupement depuis de nombreuses années. L'énergie se réinvente, Total devient Total Energy. Retour en arrière de plus de 30 ans pour cet épisode des podcasts du GCR avec Loïc Capéran, directeur commercial France de Renault de 1989 à 1994 et en face de lui aujourd'hui, mais déjà à l'époque, Jacques Capdepont, président du GCR. Loïc, Jacques, bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet et sur un certain nombre d'explications sur la stratégie commerciale et vos relations, peut-on faire un petit retour en arrière et rappeler que la situation était tout de même compliquée à la fin des années 80, car cela faisait suite à une crise au milieu des années 80 pour Renault, mais aussi une crise du réseau. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler pour les plus jeunes d'entre nous? L'entreprise était complètement, on était encore en régie nationale des usines Renault et sous-capitalisée après une perte en 84 de 13 milliards de francs à l'époque, ce qui semble dérisoire aujourd'hui, et les changements de président. La crise du réseau est survenue entre 84 et 86. Et c'est une crise qu'à l'époque j'ai dû traiter en tant que directeur des ventes France. Et lorsque j'ai été rappelé par Raymond H. Lévy pour diriger la DCF, nous étions sortis de cette crise et nous étions dans le redéploiement puisque, en fait, nous avions eu, dans la période de 84-86, après le lancement de la Super 5, nous avions eu à cœur, naturellement, de structurer le réseau comme nous voulions le faire, avec un certain nombre de choix stratégiques. Donc, en particulier, nous avons eu à cœur de faire en sorte que il y a un bon équilibre entre les ventes directes, 50% à peu près à travers les succursales et puis la DVS, j'y reviendrai, et puis 50% les ventes opérées par le réseau. Mais naturellement, cette stratégie du constructeur devait se faire en accord avec le réseau et en accord, bien entendu, avec son représentant, le groupement des concessionnaires Renault, qui était largement considéré comme un interlocuteur par la DCF. Jacques Capdepont, côté réseau de distribution, côté GCR justement, quel souvenir as-tu de ce constat dressé par Loïc à l'instant? Est-ce que c'était celle aussi de la crainte d'un redressement difficile de votre constructeur à l'époque, surtout que cela faisait suite à la crise du réseau? Moi, dans un premier temps, je voudrais effectivement parler des états d'âme du réseau. Et pour comprendre ces états d'âme, il faut rappeler le contexte. C'est l'époque de 450 concessionnaires, tous entrepreneurs individuels. Ce sont des hommes qui ont fait un choix de vie pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille. Et j'ajoute qu'ils ont très souvent engagé toutes leurs économies et parfois même celles de leurs proches, et j'ajouterai amis compris. Alors bien sûr que cette situation dont parle Loïc, de 84 à 89, a été préoccupante pour les concessionnaires. Certes, tout le monde espère que Renault va se redresser, et tout le monde sait aussi que ce sera douloureux pour Renault, et tout le monde craint les conséquences que cela peut avoir pour soi-même et pour la famille. Donc ça, c'est les états d'âme du réseau. Je crois qu'il fallait le souligner. Après, je dirais que l'espoir étant revenu un peu en 1988 avec le plan qualité totale qu'a lancé Raymond H. Lévy. Il a eu à cette époque-là l'audace de confier ce dossier et donner tout pouvoir, non pas à un ingénieur, mais à une personne issue du commerce, qui était Pierre Jocou. Et Pierre Jocou va hisser Renault à un niveau de qualité qui va, je crois, Loïc me le dira, sauver la marque. Donc de 88 à 92, incontestablement, le constructeur Renault a changé d'image. Ça, c'est le souvenir que j'ai. Et puis, dans la même époque, je dirais que la politique commerciale a changé aussi. On sent la volonté au GCR, mais aussi à la DCF, de moderniser l'approche client, de le fidéliser en passant, j'ai envie de dire, d'une logique de vente de produits à une logique plutôt de vente de services. Et cela s'est traduit dans les faits parce que c'est l'époque à laquelle on a développé Renault Minute, Renault Assistance, Interlosange France et même le plan qualité du réseau. Donc là, effectivement, c'était déjà plus rassurant. Jacques a souligné la nouveauté chez Renault de cette qualité totale. Et avec l'accent qui est mis sur la qualité totale, la DCF à l'époque ne pouvait pas rester étrangère à l'aspect qualité des services dans le réseau. Et c'est ainsi qu'on assiste à l'époque à une mobilisation générale des concessions et de l'ensemble des personnels du réseau. Chaque personne était concernée sur la qualité des prestations qui sont délivrées aux clients. Et donc on commence à pratiquer cette mesure de la performance
performance, que ce soit d'ailleurs à l'atelier, que ce soit sur les ventes de véhicules neufs ou les ventes de véhicules d'occasion. Et puis, même au niveau de la pièce de rechange, il fallait que dans tous les domaines, le concessionnaire, sa concession, le personnel de la concession puisse être évalué sur la manière dont les clients recevaient ces prestations et la notation en quelque sorte de qualité, et qu'ils soient rémunérés comme tels. Et c'est ça qui apparaît comme quelque chose de nouveau. Merci Loïc. Je vais revenir tout à l'heure sur les VAR, sur la politique du réseau secondaire, sur la confiance dans les hommes et sur des exemples de travail de concert en synergie entre vous. Juste un point, Jacques. Loïc l'a dit tout à l'heure, la politique commerciale, c'était 50% des ventes constructeurs via la DVS, j'allais dire, et puis les succursales. Est-ce que finalement ça laissait suffisamment de place au réseau après sa restructuration ? Alors, c'est vrai que présenté comme ça, on pourrait penser que Renault prive son réseau de 50% des ventes. Et c'est vrai aussi que nombre de concessionnaires se demandaient où cela s'arrêterait. Personnellement, j'avoue ne pas avoir été inquiet. Et on peut faire plusieurs observations. La première observation, c'est que, en réalité, le réseau était structuré pour faire 50% et non pour faire 100%. Or, le plus important pour un concessionnaire est qu'avec ces 50%, il obtienne un résultat d'exploitation qui assure son avenir. C'est ça qui est important. Il y a une deuxième observation qu'on peut faire aussi, c'est que concernant ces ventes directes que nous ne faisions pas, elles venaient tout de même grossir le parc roulant et alimenter la prévente, et donc apporter un résultat positif au réseau. Enfin, je crois qu'il faut analyser ces 50% de ventes directes avec beaucoup de pragmatisme et de bon sens. Si on avait voulu faire le volume des succursales, il n'y avait qu'une solution, c'était les racheter. Et je ne suis pas sûr que les concessionnaires de l'époque en avaient vraiment envie. Nous sommes donc à l'époque de la distribution sélective et exclusive avec des réglementations et des lois à la fois françaises et européennes, mais c'est aussi l'époque d'une vraie transformation structurelle du réseau. J'allais dire du passage de garagistes à de vrais groupes, de concessionnaires à de vrais groupes et de garagistes à businessman, n'est-ce pas ? On ne s'est pas un jour arrêté et on n'a pas décidé de créer des groupes ou de favoriser l'éclosion de groupes. Je crois que c'est un phénomène relativement naturel qui a amené un certain nombre de concessionnaires. Alors, on a même ce qu'on a favorisé par contre, et je crois que c'était important, c'est de dire est-ce que le groupe Renault n'est pas capable de susciter, disons, des groupes de concessionnaires multimarques à travers les marques du groupe Renault. Donc c'est là qu'on a abordé le sujet sous l'angle, en quelque sorte, des panonceaux et des marques partenaires telles que Jeep, telles que Alpine ou bien entendu Volvo, puisque à l'époque nous étions en train d'essayer naturellement de faire un groupe compact entre Renault et Volvo. Et donc là, on a favorisé l'éclosion, on a favorisé l'initiative de concessionnaires localement qui pouvaient en quelque sorte rentrer dans les standards de la marque Volvo. Et on a même défini au niveau de Renault un certain nombre de normes, en quelque sorte, qui ont été revisitées, des plans types de concession et la manière dont on pouvait accueillir ces marques partenaires. En parallèle de cela, sous certaines conditions, nous n'étions pas hostiles au fait que les plus entreprenants, en quelque sorte, de nos concessionnaires et ceux qui avaient le plus de moyens ou qui étaient susceptibles naturellement d'en avoir, puissent prendre des panonceaux de marques concurrentes, Volkswagen, par exemple, PSA, etc. Je crois que c'est avec une certaine sérénité qu'on a vu l'éclosion de ces groupes, tout en disant que ça permettrait naturellement d'avoir plus de puissance financière au niveau des affaires et avec naturellement des règles bien précises qui permettaient de garder pour la concession Renault la dotation financière qui lui était nécessaire. Constitution petit à petit de grands groupes à cette époque, avec le début, vous l'avez dit, du multimarquisme pour certains. Pour autant, Renault avait une stratégie territoriale de mémoire qui reposait sur la confiance en des hommes avant tout. Jacques, tu es la parfaite, pour moi, illustration d'un agent devenu président du GCR. En 1979, j'étais agent Simca Chrysler à Pessac, dans la banlieue bordelaise, avec un statut spécial type VAR. Donc j'ai été approché par l'état-major de Renault Bordeaux, en la personne de monsieur Abouab, qui m'a proposé de créer la concession de Langon, qui était à 50 km de Bordeaux. Et au bout de 6 mois, après avoir vu à peu près également l'état-major parisien, j'ai fini par craquer. En 1980, j'ai créé Renault Langon, puis en 1989, Jean Lasserre, qui était alors
DCZ de Bordeaux, m'a proposé de revenir à Bordeaux. Il m'a dit, tu vas revenir chez toi. J'ai alors créé Renault Pont d'Aquitaine sur la rive droite bordelaise. Le réseau, même si le GCR est depuis 1945, il faut le rappeler, le groupement de l'ensemble du réseau de distribution primaire de Renault, le réseau donc pour les clients, c'est aussi le R2, les agents. Plus de 12 000 voisins utiles, comme on le disait autrefois. Jacques, pour le GCR, est-ce que vous considériez ces 10 à 12 000 agents non pas comme une menace, mais comme de vrais concurrents? Moi, je pense que l'agent n'a jamais été un concurrent pour un concessionnaire. Si un agent a un véhicule, c'est que le client l'a choisi à lui pour une raison spécifique, qui est souvent d'ailleurs relationnelle. Et c'est un chiffre d'affaires, vente et services en plus pour le concessionnaire. Voilà. Ce qui nous a posé problème au niveau des agents, c'est le statut d'agent commercial qui a été à l'époque accepté par le CNPA, d'ailleurs sans jamais consulter les groupements. À l'époque, cela m'a mis sensiblement en colère. Malheureusement, c'était trop tard. Il faut savoir que ce règlement, et Loïc le sait, d'une part, il complexifie la gestion d'un réseau d'agents. D'autre part, il peut être à l'origine d'un différend entre le constructeur et le concessionnaire. Et de plus, c'est pas négligeable, il laisse à la charge du concessionnaire l'indemnité de départ qui est due à l'agent. Donc ça, effectivement, ça a été problématique, mais c'était pas lié à notre constructeur. Et si on dit deux mots sur le statut de VAR, moi j'ai considéré que le statut de VAR était une évolution positive pour tous. D'abord pour les concessionnaires en manque de volume, parce que ça leur permettait de réaliser des économies substantielles. Ils avaient plus de coûts de stockage et autres, et ainsi ça les rassurait quant à la pérennité de leur entreprise. Et pour les agents avec des volumes de vente conséquents, qui se sont sentis reconnus au travers de ce statut par les concessionnaires et par le constructeur, et qui sont véritablement rentrés dans un nouveau métier. On a qualifié de partenariat au pluriel notre série de podcasts, partenariat du GCR avec son constructeur. Pour autant, Jacques et Loïc, chacun défendait ses intérêts. Alors, comment se déroulaient vos discussions, vos négociations? Est-ce qu'on peut parler de divergences majeures pour, à la fin, arriver à de la convergence? Est-ce que vous avez quelques souvenirs à nous raconter à ce sujet? Nous n'avions que des tensions. Je ne connais pas une seule décision qui fut prise qui n'ait pas été l'objet de discussions quelquefois très âpres. Ces discussions étaient très suivies au niveau de la DCF. Les représentants du DCF, donc les directeurs en charge, revenaient en me rendant compte des discussions qui avaient lieu et savoir exactement si les programmes qu'on avait imaginés pourraient être appliqués, sous quelle forme, avec quels amendements, etc. Donc il y a un aspect, j'oserais à peine dire démocratique, parce qu'on sait bien ce qu'on fait de la démocratie aujourd'hui, mais néanmoins, ça fonctionnait comme ça. Et c'était un fonctionnement qui était relativement accepté. Je crois qu'on s'était inscrit dans les faits. À la sortie de la Twingo, on s'est dit que le rabais, c'était coûteux pour tout le monde. C'est coûteux pour le constructeur, c'est coûteux pour le réseau, et ça donne souvent une mauvaise image du produit au client. Donc avec Loïc, c'est vrai, on a pris un pari risqué. C'était oser vendre la Twingo sans rabais, avec rabais zéro. Et là, effectivement, cela a exigé incontestablement une complicité DCF-GCR très intense. Et ce qu'on a fait, GCR avait une organisation territoriale étoffée. Il y avait, je dis bien, 450 concessionnaires qui étaient répartis sur 12 zones. Chaque zone était orchestrée par un délégué de zone qui organisait une réunion d'information mensuelle en réunissant les concessionnaires de la zone et en présence du directeur commercial Renault et de son équipe. Cette mesure qu'on avait décidée au plan national, elle a été présentée, validée et même ovationnée par les concessionnaires. Voilà un bon exemple avec Twingo du bien travailler ensemble et du jeu collectif. Pour conclure, pouvez-vous chacun me donner votre définition à la fois d'un réseau de distribution, sa valeur ajoutée et son apport à un constructeur, une marque majeure comme Renault? Définitivement un partenaire et définitivement un complément de nos actions constructeurs. Et pour moi, il n'y avait pas de différence notable, sauf des localisations un peu différentes, les succursales plutôt dans les grandes villes et les concessionnaires dans les autres villes et puis en couverture de territoire. Donc il n'y avait pas de différence notable et c'était la même politique que nous menions au niveau des succursales et au niveau des concessions. Je serais tenté puisqu'il faut trouver une formule, les formules sont toujours une approximation de la réalité. Et donc, c'est le poil à gratter, en quelque sorte, avec lequel il faut vraiment vivre. C'est en quelque sorte ce qui te rappelle en permanence que tu n'as pas la science infuse, que tu dois effectivement partager les décisions, parce que derrière,
il faut quand même tenir compte du fait qu'avec le réseau, l'ensemble de la DCF, c'était 60 000 personnes. Il y a une définition beaucoup plus imagée. C'est la jurisprudence Alexandre Ménard. Alexandre Ménard nous a asséné sa jurisprudence un soir de bureau national. Nous étions entre nous, et c'était une soirée particulièrement difficile. En fait, on avait du mal à faire bouger les lignes, et on sentait que le constructeur n'avait pas d'oreille, on n'arrivait pas à se faire entendre. Alors, très concrètement, une certaine morosité s'était emparée de certains d'entre nous, et qui remettaient en cause leur fonction, qui doutaient de leur action, et la question de confiance se fut posée, c'est quoi GCR, et on sert à quoi? Là, Alexandre a pris la parole de manière, j'ai envie de dire, impérieuse et même solennel, en commençant par dire « maintenant ça suffit ». Je vais vous donner la définition exacte du GCR et je vais vous dire à quoi vous servez. Le GCR, c'est un parachute. C'est un parachute qui permet de faire atterrir en douceur les élucubrations du constructeur. Et aussitôt, l'ambiance est revenue. Le réseau chez Renault est un capital de la marque, un capital du constructeur qui est à la disposition, bien entendu, du constructeur et entre les mains de responsables commerciaux qui doivent naturellement le perpétuer, le développer, l'équiper, le renforcer. Aujourd'hui, on est pas mal d'années par la suite puisque on est en train de parler de 94, donc 26 ans plus tard, on se rend compte que les réseaux sont toujours là et que, au contraire, ils ont un rôle essentiel à jouer. Merci Loïc Capéran, merci Jacques Capdepont pour ces souvenirs et surtout vos convictions qui sont toujours d'actualité. Cet épisode du podcast du GCR vous a été présenté par Total Energy. L'énergie se réinvente, Total devient Total Energy.